d'honneur et de puissance. Leurs forfaits sont consacrés par les lois, tandis qu'aussi loin qu'on se reporte dans l'histoire, et vous savez que je suis payé pour la connaître, tout nous démontre qu'un larcin véniel, et surtout d'aliments mesquins, tels que croûtes, jambon ou fromage, attire sur son auteur immanquablement l'opprobre formel, les reniements catégoriques de la communauté, les châtiments majeurs, le déshonneur automatique et la honte inexpiable, et cela pour 2 raisons. Tout d'abord parce que l'auteur de tel forfait est généralement un pauvre, et que cet état implique en lui-même une indignité capitale, et ensuite parce que son acte comporte une sorte de tacite reproche envers la communauté. Le vol du pauvre devient une malicieuse reprise individuelle, me comprenez-vous? Où irions-nous? Aussi, la répression des menus larcins s'exerce-t-elle, remarquez-le, sous tous les climats, avec une rigueur extrême, comme moyen de défense sociale non seulement, mais encore et surtout comme une recommandation sévère à tous les malheureux d'avoir à se tenir à leur place et dans leur caste, peinards, joyeusement résignés à crever tout au long des siècles et indéfiniment de misère et de faim. Jusqu'ici, cependant, il restait aux petits voleurs un avantage dans la République, celui d'être privé de l'honneur de porter les armes patriotes. Mais dès demain, cet état de choses va changer. J'irai reprendre dès demain, moi, voleur, ma place aux armées. Tels sont les ordres. En haut lieu, on a décidé de passer l'éponge sur ce qu'ils appellent mon moment d'égarement, et ceci, notez-le bien, en considération de ce qu'on intitule aussi l'honneur de ma famille. Quelle mansuétude! Je vous le demande, camarades, est-ce donc ma famille qui va s'en aller servir de passoire et de tri aux balles françaises et allemandes mélangées? Ce sera bien moi tout seul, n'est-ce pas? Et quand je serai mort, est-ce l'honneur de ma famille qui me fera ressusciter? Tenez, je la vois d'ici, ma famille, les choses de la guerre passée. Comme tout passe. Joyeusement alors gambadante ma famille sur les gazons de l'été revenu. Je la vois d'ici par les beaux dimanches. Cependant qu'à 3 pieds dessous, moi, papa, ruisselant d'asticots et bien plus infect qu'un kilo d'étron de 14 juillet, pourrira fantastiquement de toute sa viande déçue. Engraisser les sillons du laboureur anonyme, c'est le véritable avenir du véritable soldat. Ah, camarades, ce monde n'est, je vous l'assure, qu'une immense entreprise à se foutre du monde. Vous êtes jeunes. Que ces minutes sagaces vous comptent pour des années. Écoutez-moi bien, camarades, et ne le laissez plus passer sans bien vous pénétrer de son importance, ce signe capital dont resplendissent toutes les hypocrisies meurtrières de notre société. L'attendrissement sur le sort, sur la condition du miteux. Je vous le dis, petits bonshommes, couillons de la vie, battus, rançonnés, transpirant de toujours, je vous préviens. Quand les grands de ce monde se mettent à vous aimer, c'est qu'ils vous vont tourner en saucisson de bataille. C'est le signe, il est infaillible. C'est par l'affection que ça commence. Louis XIV, lui au moins, qu'on se souvienne, s'en foutait à tout rompre du bon peuple. Quant à Louis XV, du même, il s'en barbouillait le pourtour anal. On ne vivait pas bien en ce temps-là, certes. Les pauvres n'ont jamais bien vécu. Mais on ne mettait pas à les étriper l'entêtement et l'acharnement qu'on trouve à nos tyrans d'aujourd'hui. Il n'y a de repos, vous dis-je, pour les petits, que dans le mépris des grands qui ne peuvent penser au peuple que par intérêt ou sadisme. Les philosophes, ce sont eux, notez-le encore, pendant que nous y sommes, qui ont commencé par raconter des histoires au bon peuple, lui qui ne connaissait que le catéchisme. Ils se sont mis, proclamèrent-ils, à l'éduquer. Ils en avaient des vérités à lui révéler, et des belles, et des pas fatiguées, qui brillaient, qu'on en restait tout ébloui, c'est ça qu'il a commencé par dire, le bon peuple. C'est bien ça, c'est tout à fait ça. Mourons tous pour ça. Il ne demande jamais qu'à mourir, le peuple. Il est ainsi. Vive Diderot, qu'ils ont gueulé. Et puis, bravo Voltaire. En voilà au moins des philosophes. Et vive aussi Carnot, qui organise si bien les victoires. Et vive tout le monde. Voilà au moins des gars qui ne le laissent pas crever dans l'ignorance et le fétichisme, le bon peuple. Ils lui montrent, eux, les routes de la liberté. Ils l'émancipent, ça n'a pas traîné. Que tout le monde d'abord sache lire les journaux. C'est le salut, nom de Dieu, et en vitesse, plus d'illettrés, il en faut plus. Rien que des soldats citoyens qui votent, qui lisent, et qui se battent, et qui marchent, et qui envoient des baisers. À ce régime-là, bientôt, il fut fin mûr, le bon peuple. Alors, n'est-ce pas, l'enthousiasme d'être libéré, il faut bien que ça serve à quelque chose. Danton n'était pas éloquent pour les prunes. Par quelques coups de gueule si bien sentis, qu'on les entend encore, il voula mobiliser en un tour de main le bon peuple. Et ce fut le premier départ des premiers bataillons d'émancipés frénétiques. Des premiers couillons voteurs et drapotiques qu'emmena le Dumouriez se faire trouer dans les Flandres. Pour lui-même, Dumouriez, venu trop tard à ce petit jeu idéaliste, entièrement inédit, préférant somme toute le pognon, il déserta. Ce fut notre dernier mercenaire.
Le soldat gratuit, ça c'était du nouveau. Tellement nouveau que Goethe, tout Goethe qu'il était, arrivant à Valmy, en reçut plein la vue. Devant ces cohortes locteuses et passionnées qui venaient se faire étripailler spontanément par le roi de Prusse, pour la défense de l'inédite fiction patriotique, Goethe eut le sentiment qu'il avait encore bien des choses à apprendre. De ce jour, clama-t-il magnifiquement, selon les habitudes de son génie, commence une époque nouvelle. Tu parles. Par la suite, comme le système était excellent, on se mit à fabriquer des héros en série, et qui coûtèrent de moins en moins cher, à cause du perfectionnement du système. Tout le monde s'en est bien trouvé. Bismarck, les deux Napoléons, Barès, aussi bien que la cavalière Elsa. La religion drapotique remplaça promptement la céleste, vieux nuage déjà dégonflé par la réforme et condensé depuis longtemps en tirelire épiscopale. Autrefois, la mode fanatique, c'était « Vive Jésus, au bûcher les hérétiques !» Mais rare et volontaire après tout les hérétiques, tandis que désormais, où nous voici, c'est par hordes immenses que les cris « Au poteau les salsifis sans fibres, les citrons sans jus, les innocents lecteurs, par millions, face à droite !» provoquent l'évocation. Les hommes qui ne veulent ni découdre ni assassiner personne, les pacifiques puants, qu'on s'en empare et qu'on les écartèle, et les trucides aussi de 13 façons et bien fadées, qu'on leur arrache pour leur apprendre à vivre les tripes du corps d'abord, les yeux des orbites, et les années de leur sale vie baveuse, qu'on les fasse par légions et légions encore, crever, tourner en mirliton, saigner, fumer dans les acides, et tout ça pour que la patrie en devienne plus aimée, plus joyeuse et plus douce. Et s'il y en a là-dedans des immondes qui se refusent à comprendre ces choses sublimes, ils n'ont qu'à aller s'enterrer tout de suite avec les autres, pas tout à fait cependant, mais au fin bout du cimetière, sous l'épitaphe infamante des lâches sans idéal, car ils auront perdu, ces ignobles, le droit magnifique à un petit bout d'ombre du monument adjudicataire et communal, élevé pour les morts convenables dans l'allée du centre, et puis aussi perdu le droit de recueillir un peu de l'écho du ministre qui viendra ce dimanche encore uriner chez le préfet et frémir de la gueule au-dessus des tombes après le déjeuner. Mais, du fond du jardin, on l'appela Princhard. Le médecin-chef le faisait demander d'urgence par son infirmier de service. « J'y vais !» qu'il a répondu Princhard, et n'eut que le temps juste de me passer le brouillon du discours qu'il venait ainsi d'essayer sur moi. Un truc de cabotin. Lui, Princhard, je ne le revis jamais. Il avait le vice des intellectuels, il était futile. Il savait trop de choses, ce garçon-là, et ces choses l'embrouillaient. Il avait besoin de tas de trucs pour s'exciter, se décider. C'est loin déjà de nous le soir où il est parti, quand j'y pense. Je m'en souviens bien quand même. Ces maisons du faubourg qui limitaient notre parc se détachaient encore une fois, bien nettes, comme font toutes les choses avant que le soir les prenne. Les arbres grandissaient dans l'ombre et montaient au ciel rejoindre la nuit. Je n'ai jamais rien fait pour avoir de ses nouvelles, pour savoir s'il était vraiment disparu, ce Princhard, comme on l'a répété. Mais c'est mieux qu'il soit disparu. Déjà notre paix hargneuse faisait dans la guerre même ses semences. On pouvait deviner ce qu'elle serait, cette hystérique, rien qu'à la voir s'agiter déjà dans la taverne de l'Olympia. En bas, dans la longue cave dancing louchante au sang glace, elle trépignait dans la poussière et le grand désespoir en musique négro-judéo-saxonne. Britanniques et noirs mêlés, levantins et russes, on en trouvait partout, fumants, braillants, mélancoliques et militaires, tout du long des sofas cramoisis. Ces uniformes dont on commence à ne plus se souvenir qu'avec bien de la peine, furent les semences de l'aujourd'hui. Cette chose qui pousse encore et qui ne sera tout à fait devenue fumier qu'un peu plus tard, à la longue. Bien entraînés au désir par quelques heures à l'Olympia chaque semaine, nous allions en groupe faire une visite ensuite à notre lingère gantière libraire, Madame Hérotte, dans l'impasse des Bérézinas, derrière les Folies Bergères, à présent disparues, où les petits chiens venaient avec leurs petites filles, en laisse, faire leurs besoins. Nous y venions, nous, chercher notre bonheur à tâtons, que le monde entier menaçait avec rage. On en était honteux de cette envie-là, mais il fallait bien s'y mettre tout de même. C'est plus difficile de renoncer à l'amour qu'à la vie. On passe son temps à tuer, ou à adorer en ce monde, et cela tout ensemble. Je te hais, je t'adore. On se défend, on s'entretient. On repasse sa vie au bipède du siècle suivant, avec frénésie, à tout prix, comme si c'était formidablement agréable de se continuer. Comme si ça allait nous rendre, au bout du compte, éternel. Envie de s'embrasser malgré tout, comme on se gratte. J'allais mieux mentalement, mais ma situation militaire demeurait assez indécise. On me permettait de sortir en ville de temps en temps. Notre lingère s'appelait donc Madame Hérotte. Son front était bas et si borné qu'on en demeurait devant elle
mal à l'aise au début, mais ses lèvres si bien souriantes par contre, et si charnues qu'on ne savait plus comment s'y prendre ensuite pour lui échapper. À l'abri d'une volubilité formidable, d'un tempérament inoubliable, elle abritait une série d'intentions simples, rapaces, pieusement commerciales. Fortune, elle se mit à faire en quelques mois, grâce aux alliés et à son ventre surtout. On l'avait débarrassé de ses ovaires, et il faut le dire, opéré de salpingite l'année précédente. Cette castration libératrice fit sa fortune. Il y a de ces blénorragies féminines qui se démontrent providentielles. Une femme qui passe son temps à redouter les grossesses n'est qu'une espèce d'impotente et n'ira jamais bien loin dans la réussite. Les vieux et les jeunes gens aussi croient, je le croyais, qu'on trouvait moyen de faire facilement l'amour et pour pas cher dans l'arrière-boutique de certaines librairies lingerie. Cela était encore exact il y a quelques 20 ans, mais depuis, bien des choses ne se font plus. Celle-là surtout, parmi les plus agréables. Le puritanisme anglo-saxon nous dessèche chaque mois davantage. Il a déjà réduit à peu près à rien la gaudriole impromptue des arrière-boutiques. Tout tourne au mariage et à la correction. Madame Hérotte sut mettre à bon profit les dernières licences qu'on avait encore de baisers debout et pas cher. Un commissaire-priseur désœuvré passa devant son magasin certains dimanches. Il y entra, il y est toujours. Gaga, il l'était un peu, il le demeura, sans plus. Leur bonheur ne fit aucun bruit. À l'ombre des journaux délirants d'appel au sacrifice ultime et patriotique, la vie, strictement mesurée, farcie de prévoyance, continuait, et bien plus astucieuse même que jamais. Tels sont l'envers et l'endroit, comme la lumière et l'ombre de la même médaille. Le commissaire de Madame Hérotte plaçait en Hollande des fonds pour ses amis, les mieux renseignés, et pour Madame Hérotte, à son tour, dès qu'ils furent devenus confidents. Les cravates, les soutiens-gorge, les presque chemises, comme elle en vendait, retenaient clients et clientes et surtout les incitaient à revenir souvent. Grand nombre de rencontres étrangères et nationales eurent lieu à l'ombre rosée de ces brise-bises, parmi les phrases incessantes de la patronne, dont toute la personne substantielle, bavarde et parfumée jusqu'à l'évanouissement, aurait pu rendre grivois le plus ranci des hépatiques. Dans ces mélanges, loin de perdre l'esprit, elle retrouvait son compte, Madame Hérotte, en argent d'abord, parce qu'elle prélevait sa dîme sur les ventes en sentiments, ensuite parce qu'il se faisait beaucoup d'amour autour d'elle, unissant les couples et les désunissant avec une joie au moins égale, à coups de ragots, d'insinuations, de trahisons. Elle imaginait du bonheur et du drame sans désemparer. Elle entretenait la vie des passions. Son commerce n'en marchait que mieux. Proust, mi-revenant lui-même, s'est perdu avec une extraordinaire ténacité dans l'infini, la diluante futilité des rites et des marches qui s'entortillent autour des gens du monde, gens du vide, fantômes de désir, partouzards indécis attendant leur vateau toujours, chercheurs sans entrain d'improbables citerres. Mais Madame Hérotte, populaire et substantielle d'origine, tenait solidement à la terre par de rudes appétits, bêtes et précis. Si les gens sont si méchants, c'est peut-être seulement parce qu'ils souffrent. Mais le temps est long qui sépare le moment où ils ont cessé de souffrir de celui où ils deviennent un peu meilleurs. La belle réussite matérielle et passionnelle de Madame Hérotte n'avait pas encore eu le temps d'adoucir ses dispositions conquérantes. Elle n'était pas plus haineuse que la plupart des petites commerçantes d'alentour, mais elle se donnait beaucoup de peine à vous démontrer le contraire. Alors on se souvient de son cas. Sa boutique n'était pas qu'un lieu de rendez-vous. C'était encore une sorte d'entrée furtive dans un monde de richesse et de luxe où je n'avais jamais, malgré tout mon désir, jusqu'alors pénétré, et d'où je fus d'ailleurs éliminé promptement et péniblement, à la suite d'une furtive incursion, la première et la seule. Les gens riches à Paris demeurent ensemble. Leur quartier, en bloc, forme une tranche de gâteau urbain dont la pointe vient toucher au Louvre, cependant que le rebord arrondi s'arrête aux arbres entre le pont d'Auteuil et la porte des Ternes. Voilà, c'est le bon morceau de la ville. Tout le reste n'est que peine et fumier. Quand on passe du côté de chez les riches, on ne remarque pas d'abord de grandes différences avec les autres quartiers, si ce n'est que les rues y sont un peu plus propres et c'est tout. Pour aller faire une excursion dans l'intérieur même de ces gens, de ces choses, il faut se fier au hasard ou à l'intimité. Par la boutique de Madame Hérotte, on y pouvait pénétrer un peu avant dans cette réserve, à cause des Argentins qui descendaient des quartiers privilégiés pour se fournir chez elle en caleçon et chemise, et taquiner aussi son joli choix d'amies ambitieuses, théâtreuses et musiciennes, bien faites, que Madame Hérotte attirait à dessein.
À l'une d'elles, moi qui n'avais rien à offrir que ma jeunesse, comme on dit, je me mis cependant à tenir beaucoup trop. La petite Musine, on l'appelait dans ce milieu. Au passage des Bérézinas, tout le monde se connaissait de boutique en boutique, comme dans une véritable petite province, depuis des années coincée entre deux rues de Paris, c'est-à-dire qu'on s'y épiait et s'y calomniait humainement jusqu'au délire. Pour ce qui est de la matérielle, avant la guerre, on y discutait entre commerçants une vie picoreuse et désespérément économe. C'était entre autres épreuves miséreuses, le chagrin chronique de ces boutiquiers, d'être forcés dans leur pénombre de recourir au gaz dès 4 heures du soir venues, à cause des étalages. Mais ils se ménageaient ainsi, en retrait par contre, une ambiance propice aux propositions délicates. Beaucoup de boutiques étaient malgré tout en train de péricliter à cause de la guerre, tandis que celle de Madame Hérotte, à force de jeunes Argentins, d'officiers à pécule et des conseils de l'ami commissaire, prenait un essor que tout le monde aux environs commentait, on peut l'imaginer, en termes abominables. Notons par exemple qu'à cette même époque, le célèbre pâtissier du numéro 112 perdit soudain ses belles clientes par l'effet de la mobilisation. Les habituelles goûteuses à longs gants, forcées tant on avait réquisitionné de chevaux d'aller à pied, ne revinrent plus. Elles ne devaient plus jamais revenir. Quant à Sambanet, le relieur de musique, il se défendit mal, lui, soudain, contre l'envie qu'il avait toujours possédée de sodomiser quelques soldats. Une telle audace d'un soir, malvenue, lui fit un tort irréparable auprès de certains patriotes qui l'accusèrent d'emblée d'espionnage. Il dut fermer ses rayons. Par contre, Mademoiselle Hermance, au numéro 26, dont la spécialité était jusqu'à ce jour l'article de caoutchouc avouable ou non, se serait très bien débrouillée, grâce aux circonstances, si elle n'avait éprouvé précisément toutes les difficultés du monde à s'approvisionner en préservatifs qu'elle recevait d'Allemagne. Seule Madame Hérotte, en somme, au seuil de la nouvelle époque de la lingerie fine et démocratique, entra facilement dans la prospérité. On s'écrivait nombre de lettres anonymes entre boutiques, et des salées. Madame Hérotte préférait, quant à elle, et pour sa distraction, en adresser à de hauts personnages. En ceci même, elle manifestait de la forte ambition qui constituait le fond même de son tempérament. Au président du conseil, par exemple, elle en envoyait, rien que pour l'assurer qu'il était cocu, et au maréchal Pétain, en anglais, à l'aide du dictionnaire, pour le faire enrager. La lettre anonyme? Douche sur les plumes. Madame Hérotte en recevait chaque jour un petit paquet pour son compte, de ces lettres non signées, et qui ne sortaient pas bon, je vous l'assure. Elle en demeurait pensive, éberluée pendant 10 minutes environ, mais elle se reconstituait tout aussitôt son équilibre, n'importe comment, avec n'importe quoi, mais toujours, et solidement encore, car il n'y avait dans sa vie intérieure aucune place pour le doute, et encore moins pour la vérité. Parmi ses clientes et protégées, nombre de petites artistes lui arrivaient avec plus de dettes que de robes. Toutes, Madame Hérotte les conseillait, et elle s'en trouvait bien. Musine, entre autres, qui me semblait à moi la plus mignonne de toutes. Un véritable petit ange musicien. Une amour de violoniste. Une amour bien dessalée, par exemple, elle me le prouva. Implacable dans son désir de réussir sur la terre, et pas au ciel. Elle se débrouillait au moment où je la connus, dans un petit acte, tout ce qu'il y avait de mignon, très parisien et bien oublié, aux variétés. Elle apparaissait avec son violon dans une manière de prologue impromptu, versifié, mélodieux, un genre adorable et compliqué. Avec ce sentiment que je lui vouais, mon temps devint frénétique et se passait en bondissement de l'hôpital à la sortie de son théâtre. Je n'étais d'ailleurs presque jamais seul à l'attendre. Des militaires terrestres la ravissaient à tour de bras. Des aviateurs aussi, et bien plus facilement encore. Mais le pompon séducteur revenait sans conteste aux Argentins. Leur commerce de viande froide, à cela, prenait, grâce à la pullulation des contingents nouveaux, les proportions d'une force de la nature. La petite Musine en a bien profité de ces jours mercantiles. Elle a bien fait. Les Argentins n'existent plus. Je ne comprenais pas. J'étais cocu avec tout et tout le monde, avec les femmes, l'argent et les idées. Cocu et pas content. À l'heure qu'il est, il m'arrive encore de la rencontrer, Musine, par hasard, tous les 2 ans ou presque, ainsi que la plupart des êtres qu'on a connus très bien. C'est le délai qu'il nous faut, 2 années, pour nous rendre compte d'un seul coup d'œil, intrompable alors, comme l'instinct, des laideurs dont un visage, même en son temps délicieux, s'est chargé. On demeure comme hésitant un instant devant, et puis on finit par l'accepter tel qu'il est devenu, le visage, avec cette disharmonie croissante, ignoble, de toute la figure. Il faut bien le dire, oui, à cette soigneuse et lente caricature burinée par 2 ans. Accepter le temps, ce tableau de nous.
On peut dire alors qu'on s'est reconnu tout à fait, comme un billet d'étranger qu'on hésite à prendre à première vue, qu'on ne s'était pas trompé de chemin, qu'on avait bien suivi la vraie route, sans s'être concerté, l'immanquable route pendant 2 années de plus, la route de la pourriture, et voilà tout. Musine, quand elle me rencontrait ainsi, fortuitement, tellement je l'épouvantais avec ma grosse tête, semblait vouloir me fuir absolument, m'éviter, se détourner, n'importe quoi. Je lui sentais mauvais, c'était évident, de tout un passé. Mais moi, qui sais son âge, depuis trop d'années, elle a beau faire, elle ne peut absolument plus m'échapper. Elle reste là, l'air gêné, devant mon existence, comme devant un monstre. Elle, si délicate, se croit tenue de me poser des questions balourdes, imbéciles, comme en poserait une bonne prise en faute. Les femmes ont des natures de domestiques. Mais elle imagine peut-être seulement cette répulsion, plus qu'elle ne l'éprouve. C'est l'espèce de consolation qui me demeure. Je lui suggère peut-être seulement que je suis immonde. Je suis peut-être un artiste dans ce genre-là, après tout. Pourquoi n'y aurait-il pas autant d'art possible dans la laideur que dans la beauté? C'est un genre à cultiver, voilà tout. J'ai cru longtemps qu'elle était sotte, la petite Musine. Mais ce n'était qu'une opinion de vaniteux éconduit. Vous savez, avant la guerre, on était tous encore bien plus ignorants et plus fats qu'aujourd'hui. On ne savait presque rien des choses du monde en général, enfin, des inconscients. Les petits types dans mon genre prenaient encore bien plus facilement qu'aujourd'hui des vessies pour des lanternes. D'être amoureux de Musine si mignonne, je pensais que ça allait me douer de toutes les puissances, et d'abord et surtout du courage qui me manquait. Tout ça parce qu'elle était si jolie et si joliment musicienne, ma petite amie. L'amour, c'est comme l'alcool, plus on est impuissant et soûl, et plus on se croit fort et malin, et sûr de ses droits. Madame Hérotte, cousine de nombreux héros décédés, ne sortait plus de son impasse qu'en grand deuil. Encore n'allait-elle en ville que rarement, son commissaire ami se montrant assez jaloux. Nous nous réunissions dans la salle à manger de l'arrière-boutique, qui, la prospérité venue, prit bel et bien les allures d'un petit salon. On y venait converser, s'y distraire, gentiment, convenablement, sous le gaz. Petite Musine, au piano, nous ravissait de classiques, rien que des classiques, à cause des convenances de ces temps douloureux. Nous demeurions là, des après-midi, coude à coude, le commissaire au milieu, à bercer ensemble nos secrets, nos craintes et nos espoirs. La servante de Madame Hérotte, récemment engagée, tenait beaucoup à savoir quand les uns allaient se décider enfin à se marier avec les autres. Dans sa campagne, on ne concevait pas l'union libre. Tous ces Argentins, ces officiers, ces clients fureteurs lui causaient une inquiétude presque animale. Musine se trouvait de plus en plus souvent accaparée par les clients sud-américains. Je finis de cette façon par connaître à fond toutes les cuisines et domestiques de ces messieurs, à force d'aller attendre mon aimé à l'office. Les valets de chambre de ces messieurs me prenaient d'ailleurs pour le maquereau. Et puis tout le monde finit par me prendre pour un maquereau, y compris Musine elle-même. En même temps, je crois que tous les habitués de la boutique de Madame Hérotte. Je n'y pouvais rien. D'ailleurs, il faut bien que cela arrive tôt ou tard, qu'on vous place. J'obtins de l'autorité militaire une autre convalescence de 2 mois de durée, et on parla même de me réformer. Avec Musine, nous décidâmes d'aller loger ensemble à Billancourt. C'était pour me semer en réalité ce subterfuge, parce qu'elle profita que nous demeurions loin pour rentrer de plus en plus rarement à la maison. Toujours elle trouvait de nouveaux prétextes pour rester dans Paris. Les nuits de Billancourt étaient douces, animées parfois par ces puériles alarmes d'avions et de zeppelins, grâce auxquels les citadins trouvaient moyen d'éprouver des frissons justificatifs. En attendant mon amante, j'allais me promener, nuit tombée, jusqu'au pont de Grenelle, là où l'ombre monte du fleuve jusqu'au tablier du métro, avec ses lampadaires en chapelet, tendus en plein noir, avec sa ferraille énorme aussi qui va foncer en tonnerre en plein flanc des gros immeubles du quai de Passy. Il existe certains coins comme ça dans les villes, si stupidement laids qu'on y est presque toujours seul. Musine finit par ne plus rentrer à notre espèce de foyer qu'une fois par semaine. Elle accompagnait de plus en plus fréquemment des chanteuses, chez les Argentins. Elle aurait pu jouer et gagner sa vie dans les cinémas, où ça aurait été bien plus facile pour moi d'aller la chercher, mais les Argentins étaient gais et bien payants, tandis que les cinémas étaient tristes et payaient peu. C'est toute la vie ses préférences. Pour comble de mon infortune survint le théâtre aux armées. Elle se créa instantanément, Musine, sans relation militaire au ministère, et de plus en plus fréquemment, elle partit alors distraire au front nos petits soldats, et cela durant des semaines entières. Elle y détaillait aux armées la sonate et l'adagio devant les parterres d'état-major, bien placés pour lui voir les jambes.
Les soldats parqués en gradin à l'arrière des chefs ne jouissaient, eux, que des échos mélodieux. Elle passait forcément ensuite des nuits très compliquées dans les hôtels de la zone des armées. Un jour, elle m'en revint toute guillerette des armées, et munie d'un brevet d'héroïsme, signé par l'un de nos grands généraux, s'il vous plaît. Ce diplôme fut à l'origine de sa définitive réussite. Dans la colonie argentine, elle sut se rendre du coup extrêmement populaire. On la fêta. On en raffola de ma Musine. Violoniste de guerre si mignonne, si fraîche et bouclée, et puis héroïne par-dessus le marché. Ces Argentins avaient la reconnaissance du ventre. Ils vouaient à nos grands chefs une de ces admirations qui n'était pas dans une musette. Et quand elle leur revint, ma Musine, avec son document authentique, sa jolie frimousse, ses petits doigts agiles et glorieux, ils se mirent à l'aimer à qui mieux, aux enchères pour ainsi dire. La poésie héroïque possède sans résistance ceux qui ne vont pas à la guerre, et mieux encore ceux que la guerre est en train d'enrichir énormément, c'est régulier. Ah, l'héroïsme, mutin, c'est à défaillir, je vous le dis. Les armateurs de Rio offraient leurs noms et leurs actions à la mignonne qui féminisait si joliment à leur usage la vaillance française et guerrière. Musine avait su se créer, il faut l'avouer, un petit répertoire très coquet d'incidents de guerre, et qui, tel un chapeau mutin, lui allait à ravir. Elle m'étonnait souvent moi-même par son tact, et je dus m'avouer, à l'entendre, que je n'étais en fait de Bobard qu'un grossier simulateur à ses côtés. Et elle possédait le don de mettre ses trouvailles dans un certain lointain dramatique, où tout devenait et demeurait précieux et pénétrant. Nous demeurions, nous combattants, en fait de faribole, je m'en rendais soudain compte, grossièrement temporaires et précis. Elle travaillait dans l'éternel, ma belle. Il faut croire Claude Lorrain, les premiers plans d'un tableau sont toujours répugnants, et l'art exige qu'on situe l'intérêt de l'œuvre dans les lointains, dans l'insaisissable, là où se réfugie le mensonge, ce rêve pris sur le fait, et seul amour des hommes. La femme qui sait tenir compte de notre misérable nature devient aisément notre chérie, notre indispensable et suprême espérance. Nous attendons auprès d'elle qu'elle nous conserve notre menteuse raison d'être. Mais tout en attendant, elle peut, dans l'exercice de cette magique fonction, gagner très largement sa vie. Musine n'y manquait pas, d'instinct. On trouvait ces Argentins du côté des Ternes, et puis surtout aux limites du bois, en petits hôtels particuliers, bien clos, brillants, où par ces temps d'hiver il régnait une chaleur si agréable qu'en y pénétrant de la rue, le cours de vos pensées devenait optimiste soudain, malgré vous. Dans mon désespoir tremblotant, j'avais entrepris, pour comble de gaffe, d'aller le plus souvent possible, je l'ai dit, attendre ma compagne à l'office. Je patientais, parfois jusqu'au matin. J'avais sommeil, mais la jalousie me tenait quand même bien réveillé. Le vin blanc aussi, que les domestiques me servaient largement. Les maîtres argentins, eux, je les voyais fort rarement. J'entendais leurs chansons et leur espagnol fracasseur, et le piano qui n'arrêtait pas, mais joué le plus souvent par d'autres mains que par celles de Musine. Que faisait-elle donc pendant ce temps-là, cette garce, avec ses mains? Quand nous nous retrouvions au matin devant la porte, elle faisait la grimace en me revoyant. J'étais encore naturel comme un animal en ce temps-là. Je ne voulais pas la lâcher, ma jolie, et c'est tout, comme un os. On perd la plus grande partie de sa jeunesse à coup de maladresse. Il était évident qu'elle allait m'abandonner, mon aimé, tout à fait, et bientôt. Je n'avais pas encore appris qu'il existe deux humanités très différentes, celle des riches et celle des pauvres. Il m'a fallu, comme à tant d'autres, 20 années et la guerre pour apprendre à me tenir dans ma catégorie, à demander le prix des choses et des êtres avant d'y toucher, et surtout avant d'y tenir. Me réchauffant donc à l'office avec mes compagnons domestiques, je ne comprenais pas qu'au-dessus de ma tête dansaient les dieux argentins. Ils auraient pu être allemands, français, chinois, cela n'avait guère d'importance. Mais des dieux, des riches, voilà ce qu'il fallait comprendre. Eux, en haut, avec Musine, moi, en dessous, avec rien. Musine songeait sérieusement à son avenir. Alors elle préférait le faire avec un dieu. Moi aussi, bien sûr, j'y songeais à mon avenir, mais dans une sorte de délire, parce que j'avais tout le temps, en sourdine, la crainte d'être tué dans la guerre, et la peur aussi de crever de faim dans la paix. J'étais en sursis de mort et amoureux. Ce n'était pas qu'un cauchemar. Pas bien loin de nous, à moins de 100 kilomètres, des millions d'hommes, braves, bien armés, bien instruits, m'attendaient pour me faire mon affaire, et des Français aussi qui m'attendaient pour en finir avec ma peau, si je ne voulais pas la faire mettre en lambeaux saignants par ceux d'en face. Il existe pour le pauvre en ce monde 2 grandes manières de crever.
soit par l'indifférence absolue de vos semblables en temps de paix, ou par la passion homicide des mêmes en la guerre venue. S'ils se mettent à penser à vous, c'est à votre torture qu'ils songent aussitôt, les autres. Et rien qu'à ça. On ne les intéresse que saignant, les salauds. Princhard, à cet égard, avait eu bien raison. Dans l'imminence de l'abattoir, on ne spécule plus beaucoup sur les choses de son avenir. On ne pense guère qu'à aimer pendant les jours qui vous restent, puisque c'est le seul moyen d'oublier son corps un peu, qu'on va vous écorcher bientôt du haut en bas. Comme elle me fuyait, Musine, je me prenais pour un idéaliste. C'est ainsi qu'on appelle ses propres petits instincts habillés en grands mots. Ma permission touchait à son terme. Les journaux battaient le rappel de tous les combattants possibles, et bien entendu, avant tout, de ceux qui n'avaient pas de relation. Il était officiel qu'on ne devait plus penser qu'à gagner la guerre. Musine désirait fort aussi comme Lola que je retourne au front d'Ardard, et que j'y reste. Et comme j'avais l'air de tarder à m'y rendre, elle se décida à brusquer les choses, ce qui pourtant n'était pas dans sa manière. Tel soir, où par exception nous rentrions ensemble, à Billancourt, voici que passent les pompiers trompetteurs et tous les gens de notre maison se précipitent à la cave en l'honneur de je ne sais quel zeppelin. Ces paniques menues pendant lesquelles tout un quartier en pyjama derrière la bougie disparaissait en gloussant dans les profondeurs pour échapper à un péril presque entièrement imaginaire, mesuraient l'angoissante futilité de ces êtres, tantôt poules effrayées, tantôt moutons fats et consentants. De semblables et monstrueuses inconsistances sont bien faites pour dégoûter à tout jamais le plus patient, le plus tenace des sociophiles. Dès le premier coup de clairon d'alerte, Musine oubliait qu'on venait de lui découvrir bien de l'héroïsme au théâtre des armées. Elle insistait pour que je me précipite avec elle au fond des souterrains, dans le métro, dans les égouts, n'importe où, mais à l'abri, et dans les ultimes profondeurs, et surtout tout de suite. Allez voir tous dévaler ainsi, gros et petits, les locataires, frivoles ou majestueux, 4 à 4, vers le trou sauveur. Cela finit même à moi par me pourvoir d'indifférence. Lâche ou courageux, cela ne veut pas dire grand-chose. Lapin ici, héros là-bas, c'est le même homme. Il ne pense pas plus ici que là-bas. Tout ce qui n'est pas gagner de l'argent le dépasse décidément infiniment. Tout ce qui est vie ou mort lui échappe, même sa propre mort, il la spécule mal, et de travers. Il ne comprend que l'argent et le théâtre. Musine pleurnichait devant ma résistance. D'autres locataires nous pressaient de les accompagner. Je finis par me laisser convaincre. Il fut émis, quant au choix de la cave, une série de propositions différentes. La cave du boucher finit par remporter la majorité des adhésions. On prétendait qu'elle était située plus profondément que n'importe quelle autre de l'immeuble. Dès le seuil, il vous parvenait des bouffées d'une odeur âcre, et de moi bien connue, qui me fut à l'instant absolument insupportable. « Tu vas descendre là-dedans, Musine, avec la viande pendante au crochet ?» lui demandai-je. « Pourquoi pas ?» me répondit-elle bien étonnée. « Eh bien moi, dis-je, j'ai des souvenirs, et je préfère remonter là-haut. »« Tu t'en vas alors ? Tu viendras me retrouver dès que ce sera fini. »« Mais ça peut durer longtemps. J'aime mieux t'attendre là-haut, que je dis. Je n'aime pas la viande, et ce sera bientôt terminé. » Pendant l'alerte, protégés dans leur réduit, les locataires échangeaient des politesses guillerettes. Certaines dames en peignoir, dernières venues, se pressaient avec élégance et mesure vers cette voûte odorante, dont le boucher et la bouchère leur faisaient les honneurs, tout en s'excusant à cause du froid artificiel, indispensable à la bonne conservation de la marchandise. Musine disparut avec les autres. Je l'ai attendue, chez nous, en haut, une nuit, tout d'un jour, 1 an. Elle n'est jamais revenue me trouver. Je devins pour ma part, à partir de cette époque, de plus en plus difficile à contenter, et je n'avais plus que 2 idées en tête, sauver ma peau et partir pour l'Amérique. Mais échapper à la guerre constituait déjà une œuvre initiale qui me tint tout essoufflé pendant des mois et des mois. Des canons, des hommes, des munitions, qu'ils exigeaient sans jamais ensembler là, les patriotes. Il paraît qu'on ne pouvait plus dormir tant que la pauvre Belgique et l'innocente petite Alsace n'auraient pas été arrachées au joug germanique. C'était une obsession qui empêchait, nous affirmait-on, les meilleurs d'entre nous de respirer, de manger, de copuler. Ça n'avait pas l'air tout de même de les empêcher de faire des affaires, les survivants. Le moral était bon à l'arrière, on pouvait le dire. Il fallut réintégrer en vitesse nos régiments, mais moi, dès la première visite, on me trouva trop au-dessous de la moyenne encore, et juste bon pour être dirigé sur un autre hôpital, pour osseux et nerveux celui-là. Un matin nous sortîmes à 6 du dépôt, 3 artilleurs et 3 dragons, blessés et malades à la recherche de cet endroit où se réparait la vaillance perdue,
les réflexes abolis et les bras cassés. Nous passâmes d'abord, comme tous les blessés de l'époque, pour le contrôle, au Val-de-Grâce, citadelle ventrue, si noble et toute barbue d'arbres, et qui sentait bien fort l'omnibus par ses couloirs. Odeur aujourd'hui est sans doute à jamais disparue. Mixture de pieds, de paille et de lampes à huile. Nous ne fîmes pas long feu au Val. À peine entrevus, nous étions engueulés, et comme il faut, par 2 officiers gestionnaires, pelliculaires et surmenés, menacés par ceux-ci du conseil, et projetés à nouveau par d'autres administrateurs dans la rue. Ils n'avaient pas de place pour nous, qu'ils disaient, en nous indiquant une destination vague, un bastion, quelque part, dans les zones autour de la ville. De bistrot en bastion, de mominette en café-crème, nous partîmes donc à 6 au hasard des mauvaises directions, à la recherche de ce nouvel abri qui paraissait spécialisé dans la guérison des incapables héros dans notre genre. Un seul d'entre nous 6 possédait un rudiment de bien, qui tenait tout entier, il faut le dire, dans une petite boîte en zinc de biscuits Pernod, marque célèbre alors et dont je n'entends plus parler. Là-dedans, il cachait, notre camarade, des cigarettes et une brosse à dents, même qu'on en rigolait tous, de ce soin un peu commun alors qu'il prenait de ses dents, et que nous, on le traitait à cause de ce raffinement insolite d'homosexuel. Enfin, nous abordâmes, après bien des hésitations, vers le milieu de la nuit, au remblai bouffi de ténèbres de ce bastion de Bicêtre, le 43 qu'il s'intitulait. C'était le bon. On venait de le mettre à neuf pour recevoir des éclopés et des vieillards. Le jardin n'était même pas fini. Quand nous arrivâmes, il n'y avait encore en fait d'habitants que la concierge, dans la partie militaire. Il pleuvait de rue. Elle eut peur de nous, la concierge, en nous entendant. Mais nous la fîmes rire en lui mettant la main tout de suite au bon endroit. « Je croyais que c'était des Allemands, fit-elle. « Ils sont loin, lui répondit-on. »« Où c'est que vous êtes malade ?» s'inquiétait-elle. « Partout, mais pas au zizi, » fit un artilleur en réponse. Alors ça, on pouvait dire que c'était du vrai esprit, et qu'elle appréciait en plus la concierge. Dans ce même bastion, séjournèrent par la suite avec nous des vieillards de l'assistance publique. On avait construit pour eux d'urgence de nouveaux bâtiments garnis de kilomètres de vitrages. On les gardait là-dedans jusqu'à la fin des hostilités, comme des insectes. Sur les buttes d'alentour, une éruption de lotissements étriqués se disputait des tas de boue fuyantes mal contenues entre des séries de cabanons précaires. À l'abri de ceux-ci, poussent de temps à autre une laitue et 3 radis, dont on ne sait jamais pourquoi. Des limaces dégoûtées consentent à faire hommage aux propriétaires. Notre hôpital était propre. Comme il faut se dépêcher de voir ces choses-là, quelques semaines, tout à leur début. Car pour l'entretien des choses, chez nous, on n'a aucun goût. On est même à cet égard de francs dégueulasses. On s'est couché, je dis donc, au petit bonheur des lits métalliques et à la lumière lunaire. C'était si neuf, ces locaux, que l'électricité n'y venait pas encore. Au réveil, notre nouveau médecin-chef est venu se faire connaître. Tout content de nous voir, qu'il semblait. Toute cordialité dehors. Il avait des raisons de son côté pour être heureux. Il venait d'être nommé à 4 galons. Cet homme possédait en plus les plus beaux yeux du monde, veloutés et surnaturels. Il s'en servait beaucoup pour les mois de 4 charmantes infirmières bénévoles, qui l'entouraient de prévenance et de mimique, et qui n'en perdaient pas une miette de leur médecin-chef. Dès le premier contact, il se saisit de notre morale, comme il nous en prévint. Sans façon, empoignant familièrement l'épaule de l'un de nous, le secouant paternellement, la voix réconfortante, il nous traça les règles et le plus court chemin pour aller gaillardement, et au plus tôt encore, nous refaire casser la gueule. D'où qu'ils provinssent, décidément. Ils ne pensaient qu'à cela. On aurait dit que ça leur faisait du bien. C'était le nouveau vice. La France, mes amis, vous a fait confiance. C'est une femme. La plus belle des femmes, la France, entonna-t-il. Elle compte sur votre héroïsme, la France. Victime de la plus lâche, de la plus abominable agression. Elle a le droit d'exiger de ses fils d'être vengés profondément, la France. D'être rétablie dans l'intégrité de son territoire, même au prix du sacrifice le plus haut, la France. Nous ferons tous ici, en ce qui nous concerne, notre devoir, mes amis. Faites le vôtre. Notre science vous appartient, elle est vôtre. Toutes ces ressources sont au service de votre guérison. Aidez-nous à votre tour, dans la mesure de votre bonne volonté. Je le sais, elle nous est acquise, votre bonne volonté. Et que bientôt vous puissiez tous reprendre votre place à côté de vos chers camarades des tranchées. Votre place sacrée, pour la défense de notre sol chéri,
Vive la France. En avant. Il savait parler